Cette capsule vidéo porte sur les problèmes d'adhérence du caoutchouc sur un moulin. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Nous identifions d'abord les sources du problème, nous illustrons le comportement rhéologique du caoutchouc et enfin, nous proposons des pistes de réflexion. Dans un mélangeur externe, on retrouve deux cylindres qui possèdent normalement le même diamètre, mais pas toujours. Un cylindre avant dont la vitesse de rotation est plus lente que le cylindre arrière. Le ratio des vitesses relatives, appelé ratio de friction F, varie de 1.1 jusqu'à 1.4. Normalement, ce cylindre avant, qui est du côté de l'opérateur, est ajustable par rapport au cylindre arrière. Cet ajustement permet de modifier l'écartement appelé NIP entre les deux cylindres. La température des cylindres peut être contrôlée de façon indépendante. Enfin, la surface des cylindres peut être machinée afin de générer plus de friction et augmenter la température du mélange plus rapidement. Contrairement au mélangeur interne, l'opération du moulin est essentiellement manuelle. Elle dépend donc de l'expérience et de la dextérité de l'opérateur. En cours d'opération, il peut ajuster le NIP, la température des cylindres et leur vitesse afin d'obtenir un mélange homogène en température. Il contrôle également la durée totale du mélange sur le moulin. L'utilisation d'un moulin pour homogénéiser le mélange de caoutchouc est encore fréquente, particulièrement lorsque le moulin conditionne le mélange pour des opérations secondaires. Le caoutchouc naturel et ses mélanges chargés ne présentent normalement pas de difficultés. Toutefois, les caoutchoucs synthétiques créent des problèmes considérables, tels un enroulement sur le cylindre arrière, un transfert du cylindre avant sur l'arrière en cours de procédé, un déchirement, des séparations et un décollement sous forme de sac. Le comportement d'un élastomère sur un moulin a été étudié par plusieurs chercheurs. L'une des premières recherches a été effectuée par James L. White et Noboru Tokita à la fin des années 60. Ils ont caractérisé le comportement du caoutchouc en analysant les effets de la vitesse et de la distance séparant les deux cylindres et la structure moléculaire de l'élastomère. Suite à leurs études expérimentales sur différents élastomères, ils publient un article qui illustre 4 comportements différents du caoutchouc et les définissent pour 4 régions spécifiques sur un moulin. De nos jours, les chercheurs utilisent toujours leur définition. La première région montre que le caoutchouc prend la forme d'un bourrelet et demeure principalement sur le dessus des deux cylindres, ne laissant passer qu'un peu de matériel à travers l'écartement de ceux-ci. La deuxième région illustre que le caoutchouc prend la forme d'une bande élastique très serrée qui s'enroule sur l'un des cylindres. La troisième région montre que le caoutchouc se déchire, se fracture en petits morceaux dans l'espace entre les deux cylindres et se décolle pour former un sac suspendu en dessous d'un cylindre. Enfin, la quatrième région montre qu'à haute température, le caoutchouc se présente sous la forme d'une bande transparente très mince qui a un comportement fluide. On comprend que la clé de l'efficacité d'un mélangeur à cylindre, c'est la formation d'une bande élastique serrée autour du cylindre avant, c'est-à-dire que le caoutchouc doit avoir le comportement de la région 2. Ainsi, en fonction de la recette de caoutchouc, l'opérateur doit ajuster la température, la vitesse des cylindres et le NIP pour favoriser ce comportement. Dans la région 1, il n'y a pas d'écoulement entre les cylindres parce que la force requise pour avoir un écoulement à travers le NIP doit être créée. Il doit se développer une force d'adhérence du caoutchouc sur la surface de l'un des cylindres. Il existe alors une contrainte de cisaillement critique qui définit la transition entre la région 1, où il n'y a pas d'écoulement qui se passe, et la région 2, où il est possible d'avoir une bande de caoutchouc qui enroule un cylindre. En général, un petit écartement favorise l'adhérence d'un mélange sur le cylindre qui tourne le plus vite, tandis qu'un écartement plus grand favorise l'adhérence d'un mélange sur le cylindre le plus lent. L'opérateur est normalement positionné face au cylindre le plus lent. Dans cette vidéo, le mélange tourne sur le cylindre arrière. L'opérateur augmente l'écartement des cylindres pour effectuer la transition du mélange du cylindre arrière vers le cylindre avant. Pour la bonne marche des opérations au moulin, le mélange doit demeurer dans la région 2 sur le cylindre avant. Toutefois, la problématique pour certaines recettes vient du fait que le mélange peut transiter vers la région 3, c'est-à-dire créer un sac sous le cylindre avant, ou bien transiter sur le cylindre arrière en cours d'opération. Lorsque l'élastomère passe à travers l'écartement, une énergie élastique est emmagasinée. Selon Tokita et White, cette énergie élastique est proportionnelle au module de relaxation en cisaillement et à la déformation de cisaillement.
En effet, le comportement de la région 2 est caractérisé par une bande élastique de caoutchouc enroulée serrée autour d'un cylindre. Lorsque la vitesse du cylindre augmente, de minuscules déchirures et des irrégularités de surface se forment et disparaissent à chaque révolution. La réduction de l'écartement du départ peut donner une bande lisse et serrée autour d'un cylindre. Par contre, si l'énergie emmagasinée provenant de la déformation du matériau dans l'écartement dépasse la densité critique de l'énergie de déchirement de la matière, des déchirures dans la bande vont se propager. Leur taux de propagation est fonction de l'énergie accumulée. La stabilité de l'opération est conditionnée par l'énergie emmagasinée dans le caoutchouc. Elle doit demeurer inférieure à la densité critique de l'énergie de déchirement. Par exemple, lorsque la température augmente, l'énergie élastique emmagasinée décroît beaucoup moins rapidement que la densité critique de l'énergie de déchirement. Une transition du caoutchouc vers la région 3 est possible. Il y a une autre condition limite pour avoir un comportement stable dans la région 2. La contrainte générée par un seul passage doit essentiellement avoir le temps de relaxer dans une période de révolution des cylindres. Si la contrainte n'a pas le temps de relaxer, le caoutchouc deviendra orienté le long des lignes d'écoulement et le cisaillement va diminuer, ce qui est néfaste pour la dispersion des ingrédients. Par ailleurs, la contrainte va se bâtir rapidement et causer un glissement important du matériau. Normalement, la bande de caoutchouc enroule le cylindre avant plus lent et face à l'opérateur. Les conditions d'opération du moulin sont ajustées en conséquence. Les recherches de Tokita démontrent qu'il existe un écartement critique pour un mélange donné et pour une certaine température du moulin. Lorsque l'écartement est inférieur à l'écartement critique, le mélange passe du cylindre avant vers le cylindre arrière. De même, si l'écartement est supérieur à l'écartement critique, le mélange passe du cylindre arrière vers le cylindre avant. Il établit aussi un indice de formation de bande, N0, qui est constant pour la transition avant-arrière, sans regard au type de moulin pour un matériau donné. Cet indice est proportionnel au ratio de friction, à l'écartement des cylindres et au rayon des cylindres. De plus, Tokita explique que le transfert du caoutchouc du cylindre avant vers l'arrière peut être envisagé comme un débalancement des moments exercés sur le caoutchouc au point S, soit le point où se sépare le mélange du cylindre avant. Illustré en rouge, le moment d'adhérence résulte de la force d'adhérence exercée par le cylindre arrière sur le caoutchouc. Illustré en jaune, le moment de cisaillement résulte de la force de cisaillement exercée sur le caoutchouc. Il y a transfert du caoutchouc du cylindre avant vers l'arrière si le moment d'adhérence est plus grand que le moment de cisaillement. Dans ce cas, on peut exprimer le rapport des moments comme la force d'adhérence FA multipliée par le temps de résidence TP de la matière dans le NIP divisé par la viscosité. Ce qui semble se confirmer pour les recherches de Bunish Kumar et ses collègues pour des mélanges de brominated isobutylène coparaméthylstyrène, BIMS, et d'EPDM. Lorsque la quantité de charge de noir N330 augmente, la tendance au mélange de passer de l'avant vers l'arrière diminue. L'hypothèse serait qu'avec une augmentation de la charge, non seulement l'adhérence du caoutchouc au métal diminue, mais la viscosité du système augmente. Le rapport des moments tend à être inférieur à 1. De plus, ils ont vérifié l'effet d'une concentration d'huile de procédé pour une même charge de noir N330. L'expérience a démontré qu'en augmentant la concentration d'huile, la tendance du mélange de passer vers le cylindre arrière augmente. Ce comportement est possiblement dû à la baisse de la viscosité du système en même temps que l'augmentation de l'adhérence du caoutchouc au métal. Le rapport des moments tend à être supérieur à 1. Bunish Kumar et ses collègues ont également étudié le comportement sur un moulin des mélanges de BIMS et d'EPDM en utilisant l'écartement critique et l'indice de formation de bande sur l'arrière du cylindre proposé par Tokita. En faisant varier les températures des mélanges, ils ont observé qu'il n'y a pas de tendance claire de la valeur critique de l'écartement des cylindres. Par exemple, pour un mélange chargé de noir N330, lorsque la température passe de 30 degrés Celsius vers 50 degrés Celsius, le mélange passe du cylindre avant vers l'arrière. Toutefois, un accroissement supplémentaire de la température tendant vers 90 degrés Celsius fait repasser le mélange sur le cylindre avant. À l'inverse, pour un mélange chargé de noir N774, ce phénomène ne se présente pas. Le mélange, une fois passé sur le cylindre arrière, même avec une augmentation des températures, ne retourne pas sur le cylindre avant.
Selon leur analyse, il existe donc un autre phénomène à tenir compte. Selon leur analyse, augmenter la température réduit la viscosité du polymère, ce qui accroît le mouillage du caoutchouc sur le métal. D'un autre côté, la résistance accrue, le green strain décroît, ce qui entraîne une baisse de la force d'adhérence au métal. Jusqu'à une certaine température limite, le phénomène du mouillage prédomine sur la décroissance de la résistance accrue et la force d'adhérence prédomine. Toutefois, pour des températures au-delà de cette limite, la baisse de la résistance accrue commence à dominer sur le mouillage et cause une baisse de la force d'adhérence. Ainsi, il existe une interaction non linéaire par rapport à la température entre la viscosité et l'adhérence du caoutchouc au métal. En conclusion et comme piste de réflexion, dès le développement de nouvelles recettes de caoutchouc, afin de faciliter l'opération au moulin, nous devrions tenir compte des éléments suivants. Pour éviter une transition vers la région 3 et un glissement, l'énergie emmagasinée par un passage du mélange dans l'écartement doit rester inférieure à la densité critique de l'énergie de déchirement. Le temps de relaxation du mélange doit être inférieur à la période de révolution des cylindres. Pour éviter une transition du mélange vers le cylindre arrière, en fonction d'une recette donnée, d'une température et d'un ratio de friction déjà déterminé, il faut déterminer l'écartement critique, puisque l'écartement des cylindres en opération doit être supérieur à l'écartement critique. Enfin, pour éviter une transition du mélange vers le cylindre arrière, puisqu'un débalancement des moments de l'adhérence par rapport à celui du cisaillement doit être inférieur à 1 au point S du décollement, il faut déterminer l'interaction non linéaire entre la viscosité et l'adhérence du mélange au métal, c'est-à-dire pour quelle gamme de température on observe une adhérence ou un décollement.